Alors, bienvenue sur VoyageCast, c'est Jonathan. Salut Néo. Salut Jonathan, Et bienvenue sur VoyageCast, t'es pas dans la matrice, hein, désolé. pas de J'étais ob- souci. j'étais obligé de la faire quand même. Euh, Alors, on va parler dans ce podcast du pouce ou du stop, enfin bref, de l'autostop. Je sais pas comment t'appelles ça en fait, toi. Moi j'aime bien dire le pouce, c'est un peu décalé et puis c'est chiant de dire autostop, autostop, autostop. Enfin, une fois qu'on l'a dans la bouche, faut vite le sortir en fait. D'accord, on va utiliser le pouce alors. Alors pour signaler aux auditeurs, moi personnellement j'ai jamais fait de pouce, ça m'a dit plusieurs fois mais je l'ai jamais fait donc je ne serai pas de bon conseil, je vais compter ça sur Néo. Néo quant à lui l'a fait, alors c'est vrai que c'est des expériences très personnelles donc il va nous le dire, quelques anecdotes qui se sont passées, c'est pas forcément reproductible, c'est pas forcément chez lui à certains moments peut-être ça s'est mal passé, ça va mal se passer pour vous et l'inverse, ça reste des conseils. On va essayer d'être le plus précis possible. Allez chercher des conseils ailleurs, il y en a plein sur internet pour vous faire une idée peut-être un peu plus claire, mais là on va parler surtout de l'expérience de Néo. Alors, déjà j'ai envie de te poser une question. Le pouce, pourquoi? Parce que finalement l'avion ça a l'air d'aller plus vite, c'est plus cool et en plus on a mangé à manger pendant qu'on vole. Pourquoi faire du pouce? Je vais être franc, le nerf de la guerre c'est l'argent. Quand j'en commençais à en faire, j'en avais pas. J'avais 17 ans, j'étais un peu foufou, donc fallait que je me déplace. J'avais pas encore de voiture et puis le train et l'avion c'était trop cher, donc j'ai fait au plus simple, donc j'ai levé mon pouce. Maintenant, alors je sais pas ta situation financière, ça intéresse peu de monde, mais est-ce qu'il y a des gens qui font aussi du pouce, pas juste pour économiser de l'argent, mais je sais pas, par plaisir ou pour voyager autrement? Oui, et c'est la plupart du temps maintenant, c'est comme ça que je rencontre les gens. Une fois qu'ils ont dépassé la vingtaine, c'est quand ils continuent à le faire, c'est qu'ils aiment vraiment ça. C'est que on pourrait même dire que c'est une méthode de vie, enfin une manière de vivre. Et le plus souvent, quand on est jeune, ben là, le plus souvent, c'est par nécessité. Comme manière de vivre, c'est plutôt contre la société de consommation qui veut qu'on voyage seul dans une voiture qui pèse 1 tonne et demie ou... Non, je pense que c'est simplement l'esprit baroudeur, vagabondage. Je pense que c'est plutôt dans cet esprit-là. Après, moi, c'est comme ça que je le vis. Je ne suis pas du tout écologiste ou je suis pas anticapitaliste ou à vouloir réformer la société dans laquelle nous vivons. Je n'ai pas du tout d'esprit politique sur ça ou critique. Mais moi, c'est vraiment parce que j'aime ça, j'aime barouder, j'aime rencontrer les gens. Aujourd'hui, c'est ça pour moi le plus important. Ok. Alors on va prendre vraiment basiquement, alors maintenant qu'on a un peu les volontés du pourquoi, moi-même j'ai jamais fait de stop, je veux aller, disons, en Espagne, admettons. Hein, il me semble que tu vas faire un voyage en Espagne prochainement, d'ailleurs. Qu'est-ce que je dois, à quoi je dois penser? Comment est-ce que je me prépare? Est-ce que je mets juste une veste un peu chaude et puis je vais dans la rue? Comment est-ce que ça se prépare? Moi, avant de me demander comment ça se répare, j'ai envie de te dire, est-ce que t'en as déjà fait? Alors non, j'en ai jamais fait, je suis nul, je n'ai jamais fait ça, j'ai jamais vraiment, alors on va prendre vraiment, moi j'ai déjà été dormir dans la forêt, mais quelqu'un qui n'a jamais dormi dehors, quelqu'un qui a vraiment pas d'expérience. Moi, je dirais que de prime abord, suivant où il habite, s'il veut partir dans un pays étranger, premièrement qu'il n'a jamais visité, ou même que lorsqu'il veut faire de grandes distances, c'est une bêtise de commencer directement par ça. C'est comme si on voulait commencer à faire de la randonnée et qu'on s'attaque directement à l'Himalaya. Je pense au départ, en fait, parce qu'il y a une chose dont on parle pas forcément lorsque on parle du pouce, c'est bien de faire le pouce, je veux dire, c'est folklorique quelque part, mais il y a une chose dont on parle pas beaucoup, c'est la gestion du stress, en fait. Comment réagit-on lorsqu'on se retrouve tout seul aux événements qui se passent? Là, il y a peu de gens qui savent y répondre, parce qu'il faut l'avoir vécu pour pouvoir le faire. Donc, je pense que dans un premier temps, il faut commencer par des petites distances pour se tester soi-même et le matériel qu'on aura appris à ce moment-là. Le stress, le stress de quoi? Le stress de pas avoir de voiture, le stress d'avoir un petit peu peur de celui qui va t'ouvrir la porte, le stress par rapport à quoi? Non, c'est d'abord le stress envers soi-même, c'est le stress de se retrouver tout seul, Quand on commence à faire le pouce, on est livré à soi-même et livré à son environnement, et si on n'est pas préparé, ben, c'est comment y faire face. Moi, je sais, une fois, je me suis retrouvé tout seul sur une aire d'autoroute, il y avait vraiment personne. Donc d'un côté, j'étais en sécurité, dans le sens puisque je savais qu'il y avait personne pour venir s'en prendre à moi si jamais il devait s'en prendre, même si c'est pas, même si c'est pas juste. Et d'un autre côté, en fait, je me suis dit, ben, si j'ai froid ou s'il pleut ou autre et que je suis mal préparé,
bah là, je peux peut-être avoir des problèmes. Ok. Première expérience en stop, alors admettons en effet tu m'as découragé l'Espagne, alors je vais me dire ok c'est trop loin. Je veux aller, alors moi j'habite Berne, je veux aller à Lausanne, ça fait un peu plus d'une centaine de kilomètres. Comment est-ce que tu fais? Parce que ça a l'air bête comme ça de se mettre au bord de la route, mais est-ce qu'il y a des meilleurs endroits? Est-ce que tu fais une pancarte? Est-ce que tu lèves ton pouce simplement? Comment est-ce que tu fais pour être efficace? Parce que finalement le but c'est pas que tu restes 10 heures au bord de la route. C'est ça. Après, il y a beaucoup de conditions et chacun a un petit peu sa méthode en fait. Pour faire du pouce, moi j'ai envie de te dire, faut bien se préparer à savoir que même si c'est sur une petite distance, tu peux peut-être dormir dehors. Donc déjà prévoir un couchage si besoin. Et après, pour faire du stop, la plupart du temps, faut être sur des grands axes routiers. Et plus généralement, quand tu fais du stop, il faut au minimum deux ou trois choses. C'est-à-dire, un, qu'on puisse te voir de loin. C'est-à-dire que tu sois vraiment repérable comme pousseux. Deuxièmement, que les gens puissent s'arrêter facilement, en fait. Dans le sens, faut au moins avoir entre 20 et 30 mètres pour que si jamais quelqu'un te voit et a envie de te prendre, il puisse s'arrêter derrière toi pour te faire monter dans la voiture en toute sécurité et non pas si on demande d'arrêt d'urgence si tu es sur une autoroute, par exemple. Et la troisième, aller dans la bonne direction. C'est bête, mais je me suis de temps en temps retrouvé à faire du pouce sur des routes qui n'étaient pas ma direction, tout simplement parce que je l'avais perdu. Donc perdu parce qu'on m'avait pas forcément déposé au bon endroit ou parce que j'avais pas fait attention à l'itinéraire que la personne prenait. Si j'ai le choix, est-ce qu'il vaut mieux faire du pouce sur les relativement petites routes, on va dire des nationales, ou alors est-ce que je vais tout de suite taper dans du lourd et puis me mettre à côté des autoroutes en me disant, alors bien sûr entrée et sortie, parce que par exemple en Suisse, faire du pouce sur l'autoroute, c'est clair que c'est interdit d'être à pied sur une autoroute, et c'est clair aussi que c'est interdit pour les automobilistes de s'arrêter, même s'ils ils en auraient envie. Donc à l'entrée d'autoroute, toi tu choisirais quoi? C'est Alors, le choix de où faire du pouce, c'est très important en fait. La plupart du temps, c'est toujours en sortie de ville et à côté de l'entrée des autoroutes où c'est le meilleur pour moi. Parce qu'après, sur les petites routes, c'est bien parce qu'on va peut-être être plus souvent pris, mais on va faire de plus petites distances. C'est-à-dire une centaine de kilomètres grand maximum. Jamais plus. Alors que sur les autoroutes, en fait, on peut peut-être attendre jusqu'à une heure ou deux. Et à ce moment-là, par contre, on fait de beaucoup plus grandes distances. Tu parlais de l'habillement. Alors, comment est-ce qu'on s'habille? Parce qu'il faut avoir un côté aussi sympathique que tu donnes envie aux gens de s'arrêter. Alors, d'être voyant, c'est clair. Peut-être des habits clairs, je suppose. Je sais pas. Si tu le fais de nuit, est-ce que tu prends des bandes réfléchissantes sur ton sac ou un truc comme ça? De nuit, je déconseille. Je pense que lorsqu'on fait du pouce, faut dormir parce que c'est quand même épuisant comme activité. Mais sinon, c'est surtout, enfin, faut se préparer plutôt au climat, c'est-à-dire bah, se dire qu'il va peut-être pleuvoir, donc prévoir un habit pour la pluie, et puis peut-être au changement de température suivant où tu te trouves. Donc à ce moment-là, peut-être une polaire ou deux, et puis une grosse paire de chaussettes, par exemple. Et pas un long manteau comme dans The Hitcher, hein, parce que sinon, il n'y a pas grand monde qui risque de s'arrêter, hein. Non. Là, tu parais plus pour le l'autostoppeur dangereux que pour le sympathique autostoppeur qui voyage. Voilà, mais tu es très sympathique, on en est absolument certain. Alors, autre question, tu as parlé, on va peut-être ouvrir une parenthèse, tu as parlé, il faut se préparer à dormir dehors. Alors, ça paraît bête, mais il y a sûrement beaucoup de gens qui n'ont jamais dormi dehors, ou en tout cas pas dans nos pays, où il fait accessoirement très souvent froid, à part pendant 2 3 mois en été. Quel matériel tu prends? Comment est-ce que tu fais? Où est-ce que tu dors? Alors, moi, à mes débuts, je savais pas trop comment faire, donc j'ai fait le plus basique. Ça a été duvet et tente. Voilà, je me suis dit, en fait, je vais faire du camping un peu partout, et malheureusement, ce sera à côté des routes, ou heureusement, j'en sais rien. Et voilà, le principal, c'est se dire qu'on est capable de pouvoir dormir dehors, donc faut avoir le minimum de matériel. Donc au début, moi, c'est ce que j'ai pris, comme je t'ai dit, une tente et mon duvet et mon matelas, en fait. Voilà. Bon, aujourd'hui, mon matériel a évolué. C'est parce que j'ai beaucoup plus d'expérience. Maintenant, je pars avec beaucoup moins de matériel. Mais au tout départ, si vraiment on veut commencer, c'est par ça qu'il faut s'équiper. Et bien sûr, pas prendre des tentes à 150 euros, ça sert à rien. Faut prendre une petite tente compacte et pas trop chère, puisque de toute façon, c'est pour dormir dehors, hein, c'est que pour se protéger des intempéries. Donc, par exemple, moi, je propose souvent la T2 Ultralight de chez Decathlon, enfin, pour ceux qui sont en France.
c'est-à-dire une tente qui fait même pas 1,5 kg et qui pour une personne et qui te permet d'être déployé rapidement, d'être rangé rapidement et qui fait son minimum. Et peut-être un conseil alors qu'on donne aussi pour les randonneurs, montez votre tente chez vous, quitte à paraître idiot, plutôt que ne pas savoir la monter sur place. La même chose pour votre sac de couchage ou le duvet, ça peut être une excellente idée de dormir sur votre balcon pendant une nuit. Ça paraît très bête, mais vous verrez s'il faut plus vous habiller à l'intérieur, au contraire moins vous habiller pour éviter la transpiration, par rapport au froid, la gestion de la tête aussi qui est souvent un problème, si vous devez mettre un bonnet ou ça, je pense que ça peut être pas mal. Alors toi tu m'as dit que tu étais parti relativement impréparé on va dire, mais si on veut se préparer bien, tu conseillerais ça? Ah mais totalement, enfin et c'est d'ailleurs aussi c'est pour ça que je t'ai dit jamais faire de grandes distances au début, c'est se préparer en faisant des petites distances et les petites distances permettent aussi de tester son matériel et savoir qu'est-ce qu'on doit changer. Mais c'est tout à fait ça, je te rejoins à 100%. On discutait de ça avec, alors sur un totalement autre concept, des gens qui allaient dans la nature aussi, dans la forêt pour faire des jeux. Accessoirement, faites pourquoi pas une fois l'expérience d'aller vraiment peut-être même à 10 minutes de chez vous. Il y a souvent, alors pas un parc en milieu d'une ville, hein, mais dans une petite forêt, dans une petite montagne, relativement près des routes, même allez-y avec votre voiture, et puis essayez de dormir une nuit en nature, parce que vous verrez que les bruits sont absolument pas la même chose. Première nuit en nature, pour beaucoup de monde, c'est assez traumatisant et on dort pas beaucoup parce qu'on entend plein de craquements bizarres et puis on a notre imagination qui fait beaucoup d'efforts. Alors peut-être le coup de le faire aussi, c'est vraiment d'étaler la difficulté sur la longueur. Ça va vous coûter une nuit, ça sera pas grand-chose, mais ça va déjà vous donner une idée. Est-ce que je peux dormir dehors ou pas en étant tranquille? Et puis c'est aussi, je pense, une assurance de plus et une façon de mieux gérer le stress ensuite quand tu fais du pouce. C'est ça. Et après, que je disais que mon équipement avait évolué depuis le temps, moi aujourd'hui je ne sens plus la nécessité d'avoir une tente. Maintenant, enfin, je fais partie des voyageurs qui voyagent simplement avec une tarpe, donc une bâche. Donc la bâche bien préparée permet de protéger de la pluie, mais ça reste ouvert sur l'extérieur en fait. Et t'as quoi comme intérêt en fait? Parce que ta tente était quand même assez légère. J'en sens plus la nécessité parce que la tente c'est vraiment un assez psychologique en fait. C'est se protéger un petit peu, c'est d'être dans son petit cocon. Et aujourd'hui, étant donné que la tarpe me suffit simplement à me protéger des intempéries, bah, et qu'en plus c'est plus léger, j'ai simplement opté pour cette option. Enfin, pour ce choix-là. Ok, donc à réserver déjà peut-être pour ceux qui ont déjà... Faut être averti. Enfin, faut pas commencer à vouloir voyager avec une tarpe. Quand on n'est pas du tout préparé psychologiquement, c'est très très dur. On avait parlé, alors maintenant voilà, on a compris un peu comment passer la nuit. Comment tu t'organises pour manger? Ça peut paraître idiot, mais tu dois avoir des réserves un peu dans ton sac, parce que si tu pars et que tu restes la nuit, faut manger un petit peu quand même. C'est ça. J'ai maximum sur moi, je dois avoir entre 500 grammes et 1 kilo de nourriture. Et puis je dois avoir 2 litres d'eau dans deux petites bouteilles. Après, ça c'est plus une expérience de randonneur à la base. Mais je prends le plus souvent soit de la semoule ou soit des légumes ou même des petites barres de céréales. Et je me nourris exclusivement de ça quand je suis sur la route en fait. Voilà, c'est-à-dire que je prépare une base de semoule que je fais tremper dans de l'eau pendant une demi-heure. Et puis après, je rajoute des légumes que j'achète au fur et à mesure où je voyage. Parce que après, moi, je voyage que dans les pays occidentaux. Je ne suis pas allé encore dans d'autres pays. Et il se trouve que on trouve toujours de la nourriture partout, donc que ça soit en pleine station sur l'autoroute, que je déconseille par ailleurs parce que c'est hors de prix, c'est pas forcément super bon, ou sinon sur les villages ou même dans les grandes villes, il y aura toujours un moyen de trouver de la nourriture facilement, donc j'en prends un tout petit peu sur moi et la plupart du temps je la mange froide. Donc au moins comme ça je m'économise le poids du réchaud. Donc dans mon sac, voilà. Des habits, est-ce que tu prends beaucoup d'habits avec toi? Parce que tu voyages léger aussi, finalement, tu as un gros sac à dos avec toi, c'est tout. C'est ça. Et en plus je suis moi aussi partisan du voyager léger. Grosso merdo, en comptant sur moi et dans le sac, je dois avoir deux pantalons qui sèchent rapidement, donc en toile de tente la plupart du temps. Après, j'ai des t-shirts en laine, en mérinos. On pense que c'est très chaud et en fait non, parce que c'est aussi léger que un petit t-shirt en polyamide qu'on peut acheter pour faire du sport. Et en plus, ça a l'avantage, d'évacuer la transpiration de la même façon, et en plus de pas garder les odeurs. J'ai deux polaires différentes, une petite si j'ai un peu froid, et après une plus grosse si vraiment je dois vraiment
Je dois vraiment avoir enfin, un gros foie autour de moi et si besoin, ben, je mets les deux. Et puis après, j'ai une protection de pluie. Et après, le reste, slip, caleçon. Et là, c'est à votre bon cœur, madame, et de faire ça suivant les envies. Moi, personnellement, j'ai deux de chaque parce que je fais ma lessive souvent avec un petit savon de Marseille. Donc, moi, mes affaires sèchent vite. Je les accroche sur le sac en même temps pour quand je fais du pouce. C'est pas très glamour, mais en tout cas, c'est pratique. Ouais, ben écoute, pourquoi pas, hein, c'est au moins pratique comme tu dis, et puis léger, c'est intelligent. Quoi d'autre dans ton sac? Peut-être des cartes? Oui, moi quand je fais du pouce, c'est que le plus souvent, je pars pas vagabonder comme beaucoup le font. Moi, je pars souvent d'un point A à un point B, donc je prends toujours le temps avec Google Maps, qui est mon meilleur ami, pour imprimer les cartes du point A et du point B, et puis aussi du milieu. Et puis je fais mon itinéraire, et puis c'est surtout, enfin, faut rester sur les routes pour si on aime voyager rapidement. Donc vraiment pas savoir par là où on passe. Donc j'ai toujours l'itinéraire qui est imprimé et au moins où je suis sûr que je peux pointer par où je suis passé et jamais me perdre. On parle de l'itinéraire, ça me fait penser au temps. Parce que moi, ce qui m'inquiéterait en fait, c'est que je suis suisse, j'aime être organisé. Quand je prends l'avion, je sais à la minute près, théoriquement, à part si je vole avec Air France, quand est-ce que je vais arriver. Comment est-ce que tu organises des vacances en pouce? Est-ce que tu... Ah non, mais je sais, ça paraît bête comme question, mais c'est un truc qu'on peut se poser quand même. Parce que tu dis, j'ai 3 semaines de vacances, est-ce que c'est possible de faire du pouce en 3 semaines? Tout à fait. Mais après, voilà, la notion du temps est plus du tout la même. Moi, je sais que... Alors, là, on part sur une petite anecdote. J'ai rencontré un Africain qui m'a un jour donné ce proverbe qu'il avait, qui disait que nous, en Occident, on avait la montre. Et eux, en Afrique, ils avaient le temps. Donc, quand on fait du pouce, faut pas se dire que demain matin, j'arrive à destination. Faut vraiment se dire que je pars aujourd'hui et je sais pas quand j'arrive. On peut estimer un petit peu le temps d'arrivée. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, avec mon expérience, je sais que si j'ai envie de me rendre, par exemple, si je veux faire Bordeaux-Paris, ben, il me faut une grosse demi-journée. Si j'arrive à trouver une voiture dans l'heure, en fait, et le plus souvent, je sais qu'elle atteindra destination, puisque je suis à côté de l'autoroute. Mais après, quand on va de l'est en ouest de la France, ben là, faut se dire ben, qu'on peut peut-être prendre 2, 3 jours pour faire autant de routes. Est-ce que tu conseillerais de faire par exemple l'aller en pouce et puis le retour en avion ou en train? Parce que ce qui m'inquiète surtout, c'est souvent le retour. Imagine que voilà, t'as mal réussi ton pouce ou t'as pas eu de chance vraiment. Tu te retrouves vraiment à la bourre à ta destination. Tu dois presque rebrousser le chemin en te disant que si t'as autant pas de chance, t'arriveras pas à ton boulot. Comment toi tu t'organises pour fixer des délais en fait? Euh, j'essaye de pas en avoir. C'est idiot, mais quand je pars, je me dis jamais que j'ai une date butoir. Mais oui, tu as tout à fait raison. Après, le pouce, c'est une manière de voyager. C'est pas l'unique manière de voyager. Donc, si jamais on est bloqué à une destination et qu'on doit absolument être à l'autre bout du pays ou sur un autre ou du continent, bah, à ce moment-là, il faut utiliser tous les moyens qu'on peut mettre en œuvre, donc que ce soit la voiture, l'avion ou autre. Mais après, il faut que ça suive financièrement aussi. C'est la même chose. Ouais, voilà, c'est ça le problème. Après, quand alors, admettons, t'as fixé une destination, t'y es arrivé, est-ce que tu plantes ta tente dans un camping et puis tu voyages un peu en pouce dans les environs, ou est-ce que tu te loues un hôtel? Qu'est-ce que tu fais, toi? Moi, personnellement, je fais du couchsurfing. C'est-à-dire, enfin, je sais pas si les gens connaissent un petit peu, ou sur Internet, c'est une plateforme où des personnes, en fait, proposent gratuitement un bout de leur canapé pour des voyageurs en transit. Donc, moi, c'est ce que je fais. Donc, c'est-à-dire que je m'installe dans une ville, je donne rendez-vous avec 3 personnes, et puis je reste 2 jours chez chaque personne, ce qui me permet de voyager tranquillement sans débourser un sou. Ouais, alors on en avait déjà parlé du couchsurfing, mais pas vraiment beaucoup. Toi, tu penses quoi de ce mode ouais, de voyage aussi finalement, qui s'allie assez bien avec le pouce? Moi, j'adore, personnellement. Bon, après, je rencontre souvent des personnes qui sont de plus en plus fermées à ça, parce qu'elles ont eu des petites mésaventures. Pas forcément méchantes, mais voilà, les personnes qu'elles ont accueillies ont eu des manques d'attention envers elles. Mais sinon, moi, personnellement, je le conseille à tout le monde. C'est une manière de rencontrer de nouvelles personnes. En plus, si les personnes sont d'origine étrangère, ben, d'embrasser notre culture aussi. Parce que on se dit, ben, tiens, j'ai envie d'aller en Bretagne, mais on se dit pas que la personne qui peut nous accueillir peut être d'origine algérienne. Et à ce moment-là, passer un moment formidable à découvrir ce pays et cette culture qui est magnifique.
Donc, moi, je conseille à tout le monde de le faire. Après, le couchsurfing, l'adhésion au site, je me souviens plus très bien. Je crois que c'est 20 euros, quelque chose comme ça. Et une fois qu'on a adhéré au site, en fait, on a accès à la liste de toutes les personnes qui sont potentielles pour pouvoir nous loger dans une ville ou sinon dans un département. Alors, peut-être rajouter un truc sur le couchsurfing, parce que je trouve que c'est un concept vraiment très intéressant, comme le stop d'ailleurs. On a tendance, on est dans un monde capitaliste, à toujours tout ramener à l'argent. Or, il me semble que si on fait du pouce, alors quand on est jeune, effectivement, il y a sûrement le côté financier qui est attirant dans le pouce, mais en même temps, ça ne doit pas être l'unique raison, parce que sinon, on passe un peu ouais, pour des raps, quoi. Enfin, on profite un peu des gens s'il y a que le point de vue financier. De même que le couchsurfing, c'est pas seulement de de pas payer l'hôtel quand on va dans un pays ou dans une région, c'est de connaître quelqu'un qui va nous apprendre à connaître la ville où il est. Donc il y a le côté, il faut pas le faire en se disant je vais profiter des gens pour économiser de l'argent sur l'hôtel. Il faut y aller en se disant je vais apprendre à connaître des gens, et c'est ça l'intérêt. Et c'est ça peut-être aussi que tu disais avant qu'il y a certains qui ont eu des mauvaises expériences. Il me semble qu'il y a le côté maintenant très financier. J'essaye partout de rien payer, et c'est pas le but. Si le but c'est le partage, ça marche. Si le but c'est pas dépenser de l'argent pour aller boire des bières le soir, c'est un mauvais but, et il y a de fortes chances que ça va mal se passer. Ah, mais t'as tout à fait raison. De toute façon, les gens qui proposent ça, la plupart du temps, si j'ose dire, ils sont pas philanthropes dans l'âme. Ils attendent peut-être un petit retour, et je pense que le retour, ben voilà, c'est de rencontrer de nouvelles personnes elles aussi, c'est d'avoir des récits de voyage. Parce que c'est idiot, mais les gens aiment beaucoup les récits de voyage, ils aiment bien entendre que d'autres personnes ont fait des voyages, sont allées ailleurs, et simplement communiquer et puis partager l'expérience. Je pense que c'est ça qui est le plus intéressant dans le couchsurfing. C'est pas forcément avoir un lieu gratuit où dormir, parce que si c'est que ça, franchement, il faut aller en périphérie de la ville et puis planter sa tente. Ça revient au moins cher, même, si j'ose dire. Autant en parole qu'en communication et tout ce qui va autour. Voilà, exactement. Petite parenthèse, encore, excuse-moi, j'ai lu sur internet que sur le site notamment Couchsurfing, le site officiel, il y a vraisemblablement une certaine polémique qui monte parce que ils auraient exigé entre guillemets l'autorisation d'utiliser les photos que vous mettez. Enfin, il semblerait qu'il y ait pas mal de problèmes de paramètres de confidentialité avec ce site-là. Donc, je vais pas vous décourager d'y aller, hein, juste que vous sachiez il faut faire attention à ce que vous mettez, parce qu'a priori toutes les informations que vous mettez dessus peuvent être utilisées par la société en elle-même, parce que c'est une société qui existe. Donc faites peut-être attention, et puis enfin voilà, on est sur internet, il y a du bon, il y a du mauvais, il faut trier, il faut faire attention, quoi. J'en ai entendu parler, mais après je survole parce que pour moi c'est un outil. De toute façon, faut bien se dire aussi que si jamais on a une page Facebook, il faut totalement oublier le fait qu'on veut une vie privée. Parce que si on veut une vie privée, faut pas s'afficher. Voilà. Mais c'est vrai que, alors, on va pas tout discuter trop longtemps là-dessus, c'est un autre sujet intéressant, mais qui concerne pas forcément VoyageCast. Mais sur Facebook, maintenant, entre guillemets, tout le monde sait que tes trucs que tu postes dessus sont de toute façon pas privés. Sur des sites, des fois, d'autres réseaux sociaux un peu plus petits, on a tendance à faire plus confiance parce que c'est plus petit. Or, il y a quand même des sociétés qui génèrent de l'argent derrière, donc encore une fois, c'est Internet, on est dans un monde capitaliste, c'est le business, vos données coûtent de l'argent et valent de l'argent, donc faites attention à ce que vous mettez, ça peut être mal utilisé. Mais bon, bref, passons là-dessus. Alors, Couchsurfing, excellente idée, camping, excellente idée aussi. Les endroits en Europe, pour toi, qui sont le plus faciles à atteindre en pouce? Facile, on va dire, pour quelqu'un comme toi, quoi. La France et l'Europe de l'Est. Donc j'englobe l'Autriche, la Hongrie, l'Allemagne. Donc ces pays-là n'ont pas forcément des cultures, et surtout la Hollande. La Hollande, le pays du pouceux. Tu vas en Hollande, c'est facile. Tu vas jamais attendre plus de 5 minutes. Les automobilistes sont obligés de te prendre. C'est dans leur culture. Tu sais pas pourquoi, eux ne le savent pas non plus, mais ils te prennent. Ils adorent les autostoppeurs. Et de toute façon, ils sont pas gentils. En plus, la Hollande, c'est un petit pays. Donc en moins d'1 h 30, tu peux avoir fait tout le pays. Mais si jamais tu veux vraiment t'essayer au stop et tu connais rien, faut aller en Hollande. Après, pour les autres pays qui sont faciles, bah, tu as la France, il y a l'Allemagne, donc je l'ai dit, parce que ce sont des pays qui ont un peu plus l'habitude. Et puis après, dans l'Europe de l'Est, là par contre, c'est parce que les gens sont beaucoup plus accueillants.
Donc, et souvent, ils comprennent pas pourquoi il y a des gens qui sont au bord des routes, qui attendent avec un sac, le pouce levé. Donc, là aussi, ils le prennent facilement. Après, les pays qui sont abordables, c'est par exemple la Grande-Bretagne. Donc, on peut le faire, mais il faut se dire que voilà, ça va pas forcément être super simple. Il faut se dire aussi qu'on peut attendre plus que d'habitude. Et par contre, un pays qui, pour moi, je l'ai rayé, mais d'une croix rouge. Mais ça, c'est mon expérience personnelle, c'est l'Italie. L'Italie, parce que ils ont des problèmes de mafia, tout ça. Donc les gens, en fait, n'ont pas forcément confiance avec les personnes qui traînent autour des autoroutes. Et je sais qu'une fois que j'avais dépassé Rome, donc petite anecdote, les rares personnes qui s'arrêtaient, en fait, me donnaient de l'argent. Parce qu'ils n'avaient pas confiance de me prendre sur la route, mais ils voyaient que j'étais en galère, tout ça. Donc volontairement, ils me donnaient de l'argent, mais ils ne pouvaient pas me prendre. Après, pour revenir du côté de la France, il y a un couple bilingue, donc franco-italien, qui m'a aidé sur ma petite pancarte à me faire un mot du style s'il vous plaît, aidez-moi, je suis français, je voudrais retourner en France, afin de faciliter mon départ. Bon, une fois que j'avais cette pancarte-là, je suis rapidement revenu à la frontière, mais c'est vrai que l'Italie est un peu difficile d'accès pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Ok, tu parlais de panneaux. Est-ce que c'est une question idiote peut-être, mais sur le panneau, tu notes quoi? Ta destination finale ou une de tes destinations intermédiaires? C'est suivant. C'est suivant l'humeur et c'est suivant où je me trouve. C'est pareil. Si je me trouve par exemple sur un très grand axe routier où je suis et une autoroute, par exemple pour faire Bordeaux-Paris, ben là je pose directement Paris. Parce que je sais qu'il y a, surtout en pleine journée, il y a beaucoup de personnes qui y vont. Après, s'il n'y a pas beaucoup de personnes, ben là je reste un peu plus vague dans le sens où je marque nord ou simplement le nom de l'autoroute. Parce que si par exemple il y a des personnes qui vont un peu moins loin, comme Niort ou même Tours, bah, à ce moment-là, elles peuvent au moins m'amener jusque-là. Donc c'est suivant. Et vraiment, lorsqu'on t'en peut plus, t'es psychologiquement, t'es fatigué et tout, t'as personne qui te prend, à ce moment-là, tu marques Tokyo, tu marques Lisbonne, tu n'en sais rien, tu marques, tu marques quelque chose pour faire sourire les gens. C'est ça le plus important, c'est faire sourire les gens pour qu'ils veulent te prendre. Une voiture s'arrête, qu'est-ce que toi tu dis? Comment est-ce que tu dirais l'autostoppeur parfait qui est sûr de se faire prendre, comment il est en fait? Comment elle est? Ouais. Ouais, non, mais il y a une histoire de caractère. Alors, tu vas, sors-moi pas la jolie blonde parce qu'elle, elle se fera prendre tout le temps. Un mec normal, est-ce qu'il y a un moyen d'être plus sympa ou d'être plus présentable, on va dire? Pour un mec, je dirais qu'il faut être rasé. Mais après, vraiment, le plus important, c'est le sourire. C'est-à-dire, toujours s'afficher sympathique et puis être un minimum propre sur soi. Si on ressemble, à, je ne sais pas, à un Bosniaque qui s'est tapé toute la guerre du Kosovo, je pense que là, les gens, ils auront un peu plus de problèmes à te prendre. Mais voilà, faut être propre sur soi et faut paraître sympathique et avoir le sourire. C'est le plus important. Après, une fois que la voiture s'arrête, je demande simplement si elle va bien jusqu'à Paris. Et à ce moment-là, si elle me répond oui, ben, suivant ma destination, bien sûr, ben, à ce moment-là, je monte dans la voiture et je remercie chaudement. Et c'est à ce moment-là que démarre au moins une heure ou deux où on fait connaissance. D'accord, ouais, c'est ce que je voulais t'entendre dire, hein, le sourire et puis je pense la sympathie parce que quelqu'un qui sourit, on se dira bon, au lieu de faire seul les 100 prochains kilomètres, je l'ai fait avec quelqu'un de sympa. Du coup, ça demande quand même d'être assez ouvert de faire du stop, non? Ça paraît logique, mais Ah, mais on peut tomber sur tout hein, quand on fait du stop. Et le plus souvent, quand on fait du stop, c'est qu'on est ouvert. Mais moi, je sais que les personnes qui m'ont prise en stop, il y a de tout. Il y a donc des jeunes, parce que voilà, ils ont connu aussi cette situation-là. Il y a des mamans. J'ai eu souvent des mamans qui m'ont pris, tout simplement parce que ça leur rappelle leur propre gamin, en fait. Donc c'est pour ça qu'elles ont décidé de m'aider et puis de me faire voyager un petit peu. Et puis après, ça reste les mecs. Les mecs, je veux dire, donc les adultes confirmés, donc plus de 35 ans et autres, qui ont une vie professionnelle bien ancrée. Et la plupart du temps, ce sont ces personnes-là qui me prennent. dis-nous, je sais pas, les une ou deux plus belles rencontres ou celles qui t'ont plus touché ou celles que tu te rappelles le plus, en positif bien sûr, que t'as fait en autostop. Alors, celle qui m'a le plus marqué, alors moi j'habite dans la région bordelaise, donc une fois j'étais sur le bassin d'Arcachon, donc c'est le bassin du côté de l'Atlantique. Et donc pour revenir sur Bordeaux, il y a une vingtaine de kilomètres, donc j'ai fait du stop, et donc je me suis fait prendre par un maraîcher, donc qui revenait d'un petit domaine qu'il avait du côté du bassin d'Arcachon. Donc on discute tout ça, et donc il m'a ramené jusqu'à chez moi.
Et avant de partir, en fait, avant de descendre, il m'a fait attends, attends, j'ai un truc pour toi. Il vient ouvrir son coffre et il me donne un homard. C'est-à-dire que le mec, il m'a ramené jusque devant chez moi et il m'a donné à manger. Mais un super homard, mais il était beau, quoi. Et donc, il s'était amusé à pêcher une dizaine de homards pour sa famille parce qu'il donnait un grand banquet. Et il m'a donné ça avant de partir. Et donc, j'ai trouvé que c'était le plus beau cadeau qu'on m'ait fait jusqu'à présent. Et puis, sinon, après, il y a plein de petites rencontres. Par exemple, en Bretagne, je me suis fait alpaguer par un mec qui s'appelait Goul et qui était un ancien moniteur skieur en haute et moyenne montagne. Alors on se pose la question, mais qu'est-ce qu'il fait en Bretagne? Et donc ce mec-là, mais il était fantastique parce qu'il a pris le temps en fait, premièrement de m'héberger et en plus il m'a tracé un itinéraire complet à travers toute la Bretagne afin que je puisse découvrir toutes les facettes que pouvait m'offrir cette région. Et moi je sais qu'à l'heure actuelle encore, je le remercie chaudement parce que je me dis le plus beau cadeau qu'il a pu me faire, c'est m'offrir son pays. Magnifique. Est-ce que tu as gardé déjà contact avec des gens qui t'avaient pris en stop? Oui, et qui aujourd'hui m'héberge quand je passe. C'est génial ça. Ah non, mais c'est énorme. Après, il y a aussi mais après, c'est personnel. Il y a une chose que je fais souvent, moi, c'est parce que, étant donné que j'habite dans la région de Bordeaux, il y a une pâtisserie qu'on appelle les Cannelés, donc je suppose que tout le monde doit connaître, enfin, en tout cas, pour les francophones. Et moi, en fait, je prends des tout petits cannelés, j'achète pas cher, et durant tous mes voyages et aux personnes qui me prennent, ben, moi, c'est ma petite rétribution. C'est ma façon de les payer, en fait, ou de les remercier. On fait enfin, on prend ce qu'on a vu. Et à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui me prend en stop, même si c'est pour 10 kilomètres, 1 kilomètre ou autre, eh ben, je lui offre un cannelé pour lui laisser un souvenir sympathique de l'autostoppeur qu'il a pris. Et puis, ça permet aussi de créer un lien un peu plus fort. Et puis je pense comme ça, les prochains autostoppeurs qui trouveront, ils vont les prendre beaucoup plus facilement aussi, quoi. Aussi. Ok, c'est génial, ouais, ça a l'air assez intéressant en fait. Ça m'intéresse bien. Tu m'as dit tu l'as fait en Corse aussi. Oui, Ok, ça paraît bizarre parce que bon, la Corse, on a toujours un peu, enfin, moi en tant que Suisse, j'ai un peu la vision Obélix du truc, tu vois, des petits vieux sur un banc qui parlent pas, quoi. Est-ce que c'est comme ça en vrai? c'est pas forcément faux. Non, Ok. après, dans les grandes villes, bon voilà, c'est des grandes villes, hein, que ce soit Bastia ou... Ah, comment ça s'appelle? Ajaccio, non? Ajaccio. Donc, Ouais, je suis suisse, je connais mieux la France que toi. ah, mais j'ai pas honte de dire que j'ai des trous, hein. Donc, dans les grandes villes, c'est comme partout, mais quand on commence à monter un petit peu sur les montagnes, ben là, ça devient tout de suite beaucoup plus rural. Et le petit vieux sur son banc habillé en noir, ben, c'est pas tellement un cliché. J'en ai déjà rencontré un ou deux sur une place, donc en plein milieu du village, où ils faisaient un cagnard monstre. Et donc, ils étaient là tranquillement à profiter du bon temps. Mais la Corse, c'est un pays magnifique. Un peu dur à faire en stop, j'ai beaucoup marché. Dans le sens, une fois qu'on quitte les routes que tout le monde prend, ben voilà, on est sur les petites routes, il n'y a pas forcément beaucoup de voitures. Donc, lorsqu'on ne croise pas de voiture, ben, c'est un peu difficile de faire du stop. Mais sinon, c'est un pays énorme. D'ailleurs, une fois, j'ai rencontré comme ça, un petit vieux un papy sur un banc à qui j'ai adressé la parole pour lui dire bonjour. Il m'a pas parlé d'une demi-heure. Et puis après, il se lève et je sais pas, il a dû marcher 10 mètres. Et là, il s'est retourné. Il me fait, mais tu suis-moi. Enfin bref. Et une fois arrivé chez lui, il a demandé à son beau-fils de me raccompagner à la ville parce qu'il pensait que j'étais perdu. Pour lui, c'était impensable qu'un randonneur ou même un touriste soit venu dans son village simplement pour visiter. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était plutôt marrant comme anecdote. C'est chouette. Une autre question qui me vient comme ça pendant que tu parles. Quand tu voyages dans les pays de l'Est, t'as dit la Hollande par exemple. Ah, la Hollande, c'est dans le nord, hein. Je me dis, tu sais pas le hollandais, enfin, il me semble pas. Non. Donc comment tu fais en fait? L'anglais, le sourire et puis après les gestes. Ok, ouais, des brouillards comme t'as dit, hein, des brouillards ouverts et puis on s'en sort quoi. C'est ça. Et puis de toute façon, quand on a le sourire, la communication se crée tout de suite plus vite avec les gens. Après, je suis un peu aussi un peu menteur dans le sens où je parle un petit peu anglais, je parle un petit peu allemand, donc et je me débrouille en russe. Donc on me téléporte dans un endroit, je pense potentiellement pouvoir communiquer un peu plus facilement avec une personne de cette nationalité-là qu'avec d'autres personnes. Donc, et j'ai plutôt de la chance, dans l'Europe de l'Est, ils parlent russe, et dans le nord de la France, une fois qu'on a quitté la Belgique, donc on se retrouve en Flandre, en Allemagne ou autre, même au Danemark, ça reste une langue saxonne ou germaine, donc on arrive plutôt bien à communiquer.
Ouais, enfin, je pense que quelqu'un qui commence à faire du pouce, de toute façon, il va voyager, puis rapidement, il va acquérir ces réflexes-là, quoi. Il va apprendre automatiquement. Ok, ben c'est génial, mais en tout cas ça me ferait presque envie d'essayer en fait. Je crois qu'il y a un petit peu le côté peur. Justement, je te parle du côté peur là, parce que moi c'est vrai que d'un côté tu me dis ça, moi je me dis ok, on se connaît un petit peu, ça a l'air chouette, et puis je vois pas pourquoi tu me raconterais de bêtises, mais en même temps des fois enfin, il y a un peu le, qu'est-ce qui fait qu'on se lance? Qu'est-ce que tu me dirais pour que je me dise ok, j'ai vraiment envie, demain j'y vais quoi. L'audace. Avoir un bon sac et avoir de l'audace. C'est ça. Il y a pas d'autres recettes, il y a pas d'étape à franchir. Faut se dire, ben voilà, j'ai envie d'aller là. Après, il faut pas partir tête brûlée et se dire qu'il y a que ça comme moyen de voyager, mais faut prendre son téléphone et se dire, ben voilà, je suis prêt à galérer pendant 1 heure ou 2 avant qu'on me prenne. Je suis prêt à sourire enfin, je suis prêt à sourire à des personnes que je connais pas. Je suis prêt à mettre le pouce levé, il faut y aller. C'est la seule façon, de toute façon, de vraiment appréhender la chose. Il n'y a pas d'autre méthode. Mais après, mais après, le pouce, c'est facile. C'est psychologique. Ça demande simplement que de lever le bras, de mettre le pouce bien à 90 degrés et de tirer un grand sourire aux gens. Ouais, je crois qu'il y a un domaine aussi, que tu t'en parlais un petit peu avant, on sort de notre zone de confort en fait. Quand on a l'avion, comme je disais au début, c'est très facile, on sait à quelle heure il part, à quelle heure il atterrit. Quand on fait du stop, on devient dépendant des autres et du coup, ouais, on sort de notre zone de confort et on sait que c'est très très compliqué pour nous tous quoi. Ben, c'est surtout lorsque tu es un citadin et tu as toujours eu. Enfin, même si c'est contre rémunération, c'est une facilité en fait. Le confort est une facilité. Donc, une fois qu'on est sorti de là, ça devient tout de suite plus simple. Mais après, c'est vraiment de s'en débarrasser de ça. C'est comme le coup de la tente et de choisir une bâche, en fait. C'est la même chose. Ce n'est que psychologique. C'est un choix qu'il faut prendre. Et le plus souvent, en fait, faut essayer et tester, en fait, pour approuver. Alors, on a parlé de beaucoup de choses, des points de vue vraiment très positifs du stop. Il y a peut-être un truc qu'on doit parler aussi, au niveau de la sécurité, parce que on entend, alors on sait que les journaux, on ne doit pas les croire, mais on les lit quand même. Et on entend des fois dans le journal un autostoppeur qui s'est fait étrangler ou j'en sais rien. Des fois, on a tendance à voir ça comme quelque chose de dangereux à faire et de complètement à éviter. En tout cas, il me semble en Suisse, c'est vraiment un truc. Le stop, c'est pas une manière de voyager, c'est plutôt si t'es vraiment dans la dèche totale. C'est le dernier moyen que t'as pour rentrer à la maison. Tu le fais, mais c'est vraiment pas conseillé du tout. Alors la question, c'est peut-être pas de savoir si c'est dangereux ou pas, parce qu'effectivement, ça changera des personnes, puis il y a toujours le manque de chance. Quelles mesures de sécurité tu as pour éviter d'avoir des problèmes en stop? Alors là, la question, c'est- est très complexe, en fait. Mais Oui, désolé. non, 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 t'as pas à être désolé. Premièrement, il y a une chose que je déconseille, c'est quand on fait du stop, c'est de vouloir dormir en ville. Ça, c'est la chose que je déconseille au plus grand point. Tout simplement parce qu'il y a des gens qui sont dans le besoin, qui vivent eux-mêmes dans la rue et qui n'ont pas forcément l'équipement qu'on pourrait avoir lorsqu'on fait du stop. Donc ça, je le proscris totalement. Et si on doit dormir quelque part, c'est pas forcément vu de tout le monde. Et c'est dans un endroit où on sait qu'on ne sera pas mouillé. Après, il n'y a pas de risque à faire du stop. Je veux dire, on a tant de risques de se faire agresser en stop que de se faire agresser lorsqu'on est en ville. Et la plupart du temps, lorsqu'on est en stop, on est en dehors des villes, donc il y a encore moins de chances d'avoir des problèmes. Après, vraiment, c'est choisir les personnes avec lesquelles on va monter dans les voitures. Si on trouve un groupe de gens, enfin un groupe de jeunes dans une voiture qui semble un peu pété et qui sont joyeux et qui te demandent de monter en quatrième vitesse après s'être arrêté, limite en freinant et en faisant un dérapage, là j'ai envie de dire non, faut pas monter dessus. C'est vraiment la première impression qui est la plus importante et c'est dans... Alors, comment dire ça? Si chaque personne verra un peu midi à sa porte et saura si une situation est dangereuse ou pas. Après, on le sent tout de suite qu'il y a quelque chose qui va pas ou autre. Une fois qu'on, une fois qu'on commence à faire un peu de pouce, en fait, on a ses sens qui se réveillent un petit peu, on est beaucoup plus alerte. Il y a des choses qui nous paraissent beaucoup plus bizarres plus rapidement. Alors, pour faire plus simple, il y a pas plus de risque à faire du pouce, mais si on doit dormir, faut éviter de dormir avec du monde autour de soi. Faut essayer de se trouver, je sais pas, un petit fossé ou même un petit arbre sous lequel se cacher. Et puis après, faut pas dormir en ville.
Voilà. Si, je pense que c'est le principal et c'est surtout mon ressenti à moi. Pour l'instant, j'ai jamais eu de problème. Je touche du bois, mais je pense que c'est ça le plus important. Est-ce qu'il y a des gens avec qui tu n'as pas été en voiture qui se sont arrêtés pour te prendre et puis tu dis, ouh, non, là, il y a peut-être un truc qui fonctionne pas? Oui. Genre un paysan qui puait l'alcool à 10 kilomètres. Ouais. C'est surtout ça le problème, je pense, sur les routes plutôt que des gens qui ont un couteau dans le coffre. Ouais, tu parlais de ressenti en fait. Est-ce que pour toi, justement, le stop, c'est un truc qui demande quand même, parce qu'on on a vu depuis le début, il y a quand même une certaine maturité dans le sens, ben, on sait comment dormir dehors. Maintenant, tu parles de la maturité au niveau, ben, il faut un peu jauger les gens, entre guillemets, intelligemment. Est-ce que pour toi, c'est un truc qui demande un minimum de maturité? Parce que c'est un peu le trip des fois de se dire, j'ai 14 ans ou j'ai 15 ans, je veux partir de la maison, aller en vacances et puis faire du stop. Ouais, est-ce que c'est réaliste? Non. Non, parce qu'on n'est pas après les jeunes sont pas préparés enfin, forcément à pouvoir jauger les autres en fait. Même moi qui aujourd'hui fais beaucoup de stop, des fois je me pose la question sur les personnes qui me prennent et disent est-ce qu'elle est sûre ou pas. Donc c'est très difficile, mais il y a que l'expérience qui la forge ça. Mais de toute façon 14, 15, 16, 17, même moi j'ai commencé trop jeune. Tant qu'on n'est pas bien dans sa tête et tant qu'on n'a pas passé la puberté et puis avec ces grandes idées folles dans la vie et ces grandes utopies, faut pas se lancer sur des aventures comme ça parce on s'attendra toujours du bien des gens. Je dis pas qu'ils vous veulent du mal, mais des fois des personnes vont avoir des comportements qu'on comprend pas parce qu'on pensait que elles allaient faire quelque chose alors qu'elles vont pas le faire et qu'elles l'ont jamais pensé. Donc je pense qu'il faut être un minimum avoir les pieds sur terre pour faire du stop. Et il reste que c'est quand même un monde d'adultes, entre guillemets, puisque c'est des gens qui ont des voitures, etc. Et donc, du coup, ouais, quand on est trop jeune, c'est le monde adulte, on le connaît pas, contrairement à ce qu'on pense, et du coup, il faut peut-être avoir un peu plus d'expérience, quoi. C'est ça. Ben, c'était juste pour dire, hein, c'est pas pour dire ne faites pas du stop, c'est dangereux, mais juste que voilà, c'est un truc qui, enfin comme tout, ça se réfléchit. Comme tu disais avant, on part pas dans l'Himalaya à 16 ans quand on n'a jamais fait de montagne. Ben, la même chose, le stop, c'est un truc qui s'apprend et ça passe peut-être par plusieurs autres étapes de voyage avant de le faire, quoi. Mais je dirais que de toute façon, si on fait du stop, c'est qu'on sait à quoi on s'attend. Donc, faut pas partir tête brûlée. C'est simplement ça. Faut vraiment savoir à quoi on s'attend. Alors, ben, c'était très sympa de parler du stop avec toi. Est-ce que tu aurais d'autres choses à nous raconter sur le stop, des questions que j'ai oublié de te poser? Là, comme ça, tout de suite, non, il n'y a pas grand-chose qui me vient trop à l'esprit, sauf être... non. Après, moi, je conseille plutôt, voilà, quand on connaît pas, d'essayer de se renseigner un petit peu. Moi, je sais qu'il y a des grands stoppeurs et stoppeuses qui écrivent. Par exemple, ces derniers temps, il y a la Bible du grand voyageur qui est sortie, qui est par Annick Marie Bouchard, qui est une grande stoppeuse qui en a fait à travers le monde. C'est une fille et elle en a fait seule, donc comme quoi c'est possible de le faire. Bon, personnellement, je trouve que je mettrais un grand point d'interrogation et je me dirais, ben, c'est pas une fille ordinaire qui pourrait faire ce qu'elle a fait. Dans le sens ordinaire, enfin voilà, enfin elle a été culottée et puis elle sait ce qu'elle veut, cette fille-là. Et puis je pense que voilà, faut venir se renseigner sur des pousseux qui existent déjà, donc par exemple sur le forum lepousseux.com, ou même pour se préparer psychologiquement ou autre, ou même avec le matériel, lorsqu'on sait pas trop ce qu'on doit prendre dans son sac ou autre. Il y a un site que j'aime bien qui est Randonnée Léger, avec qui on propose une côté forum et il y a des personnes qui viennent proposer des listes de matériel où on pourra peut-être tester et se dire, bah moi j'aime manger chaud, donc quel réchaud prendre? Et si c'est pas un réchaud, ben comment faire un petit poêle à alcool ou à bois avec des canettes par exemple. Ça c'est plutôt pas mal. Et puis après, il y a tout ce qui est, on n'a pas parlé des soins par exemple, mais voilà, peut-être avoir dans son sac une petite trousse bobologie. Après, il y a une des grosses, un des gros problèmes, enfin me concernant, et je sais que ça m'affecte beaucoup, c'est par exemple c'est la pluie. Je supporte pas être mouillé, c'est une horreur. Être mouillé, ne pas savoir se sécher ou attendre que le soleil arrive pour se sécher, c'est horrible. Donc moi je sais que par exemple j'ai des chaussettes imperméables. Donc c'est des chaussettes où même si la bottine est complètement mouillée, ben mon pied ne sera pas mouillé. Voilà. Donc après, faut penser à se préparer gentiment, faut pas être trop tête brûlée. Et puis faut lire tranquillement et c'est en lisant que si l'idée de faire du stop a commencé à naître, elle se développera en lisant en fait. Le besoin d'aventure, de toute façon,
va prendre le pas quoi qu'on fasse. Ça me fait penser, tes chaussettes imperméables, c'était Nicolas, sauf erreur, qui nous parlait dans le podcast précédent de l'Islande, qui nous a dit qu'il en avait pris aussi en néoprène, justement parce qu'en Islande, il y a aussi le problème, il y a de la pluie à peu près un jour sur deux, justement de se prémunir contre la pluie, et c'est vrai que le matériel, un peu de matériel technique, je pense, peut aider quand même à faciliter le truc, quoi. Alors, pour être franc, les chaussettes imperméables, ça doit être le seul matériel technique que j'utilise. Mon fournisseur officiel, c'est Decathlon. Il y a un peu de bon sens. Oui, bon, mais Decathlon, on va dire, c'est du matériel technique, pas du très haut de gamme, quoi, mais ça reste quand même des trucs de montagne ou de trek, quoi. Non, pas forcément, je suis pas d'accord. Enfin, je veux dire. Enfin, je sais pas, moi j'ai été là-bas pour acheter mes trucs de trek et de grimpe, en fait. D'accord. Bah là, je te déconseille totalement. Oh ben c'est pas mal, hein. J'ai payé mes trucs, attends, par rapport au prix en Suisse, je peux dire, tu vois la différence, hein. Et puis je me suis suspendu dessus avec ma corde et je suis tombé dessus, ça a pas cassé, donc ça doit être solide. C'est solide. Non, mais après, pour du matériel tout venant et pour la vie de tous les jours, je pense que Decathlon, c'est très bien. C'est rapport qualité-prix, c'est très très bien. Il y a une chose que j'ai pas parlé, et ça, c'est un. Les gens n'y pensent pas forcément. On pense souvent que les gens vous veulent du mal, mais c'est pas forcément vrai dans le sens où ils vont pas facilement venir vous en prendre directement à vous. Mais par contre, à vos affaires, ça, c'est possible. On peut facilement. Après, c'est comme tout voyageur, mais se faire voler son sac, c'est quelque chose qui est horrible. Et moi, je sais que psychologiquement, je le vivrais très 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 mal. Donc, avoir une petite pochette séparée ou un petit sac séparé, on a toutes ces affaires vraiment importantes, qui soient collées sur soi. Donc, je parle pas forcément des petites bananes qu'on peut mettre sous les vêtements, mais moi, une simple banane, ça me suffit. Moi, personnellement, j'ai une ceinture que j'ai achetée dans un festival médiéval. Donc, c'est une ceinture en cuir avec plein de petites pochettes qui sont fermées. Donc, ça, je trouve ça génial. Et au moins, si jamais j'ai mon sac qui est perdu, je sais que j'ai toujours sur moi le minimum pour pouvoir soit trouver facilement d'autres affaires, ou sinon essayer de me faire rapatrier, si j'ose dire, pour rentrer chez moi parce que je peux plus continuer le voyage. Ouais, ouais, c'est intéressant aussi, ça, hein, ce côté-là. Ouais, ben c'est intéressant, c'est cool, j'espère qu'on aura pu vous donner un peu des bons renseignements et puis vous donner un peu envie d'essayer de faire du stop une fois ou l'autre. C'est ça, j'espère aussi. Bon, je pense que j'ai un peu abordé tous les sujets. Mais voilà, je pense vraiment que le sujet le plus important, c'est venir se renseigner sur ce qui existe déjà. Donc, je le rappelle, la Bible du Grand Voyageur qui est sortie par l'Omniplanète. Je l'ai feuilleté, il est pas trop mal. Après, moi, je me sers plus de mon vécu qu'autre chose. Mais je pense que pour un premier début, c'est pas mal pour entrer dans la matière. Et puis après, comme je disais, les forums de Le Pousseux ou Randonnée Léger qui peuvent être pas mal. Voilà, exactement. Ben, je mettrai les liens de toute façon à la suite de l'épisode, c'est intéressant. Alors juste, ça n'a pas grand-chose à voir avec le voyage, mais quand même pour vous dire un peu comment on enregistre Voyagecast, parce que c'est aussi un côté cool d'Internet et c'est aussi un côté qui est sûrement exploré aussi quand on veut chercher des informations, c'est justement le côté forum. Néo, on s'est connu justement sur le forum Le Pousseux. On a pris en contact au début par Facebook et puis ensuite on s'est skypé et puis voilà, en fait là on aura un épisode qui dure 1 heure mais on a parlé ensemble longtemps, encore ce soir on était en train de discuter avec des mecs du Canada, c'était très rigolo, dont un qui a fait un peu de pouce aussi et là il est 2h30 du matin et on est encore en train de faire un podcast. Tout ça pour vous dire que le monde est super petit et puis que des gens qui donnent des conseils, il y en a partout, que ce soit sur Voyagecast ou sur d'autres moyens. Je pense qu'Internet est fait aussi pour ça et il faut en profiter. C'est un bon moyen technologique, un bon outil pour s'orienter, quoi. Enfin, je pense que tu l'utilises aussi assez, toi, Néo. Ah, mais moi, je suis fan, moi. Je veux dire, quand je suis pas sur la route, je suis dans mon ordi. Ben voilà, exactement. Non, mais c'est sérieusement en profiter, quoi. Internet, comme on disait avant, il n'y a pas que des chats qui jouent de la guitare et du porno, hein. Il y a aussi des trucs un peu plus intéressants et un peu plus évolués, donc profitez. Mais écoute, je te remercie, Jonathan. Et ben merci à toi, et puis je te souhaite une bonne nuit, mais bon, toi t'es insomniaque, tu vas pas dormir. Moi, il faudra que j'y aille un jour ou l'autre si je veux me lever demain. À plus. En tout cas, c'est trop cool. Allez, ciao.